Le petit déjeuner politique ce matin, Yaël Braun-Pivet, députée de La République En Marche des Yvelines et présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Bonjour Yaël Braun-Pivet. Bonjour. On va parler du séparatisme dans un instant, qui est aussi à l'Assemblée en ce moment. Mais avant ça, le suivi de cette gestion de la crise sanitaire, avec notamment quand même des cafouillages autour du vaccin. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens, des outils pour améliorer ce suivi, et notamment vous du côté du Parlement? Alors, on peut toujours faire mieux, ça c'est certain, et on s'y attelle. Au niveau du suivi parlementaire, c'est vrai que on a passé 5 textes de loi, on a délibéré plus d'une centaine d'heures, encore hier en commission et cet après-midi dans l'hémicycle. C'est fondamental parce que quand on est dans une situation de crise, il faut s'accrocher, je crois, à nos institutions, donc au rôle du Parlement, au rôle de contrôle, à l'information aussi du Parlement. Oui, mais l'opposition dit qu'il n'y en a pas suffisamment justement de débat, et puis qu'il y a la fin de la mission, par exemple. Alors la fin de la mission, moi je l'ai rappelé hier en commission, elle est réglementaire. Et quand je vous dis il faut s'en tenir à nos institutions parce que c'est important en temps de crise, une commission d'enquête, dans notre règlement, c'est 6 mois. Et elle termine à l'adoption du rapport. Le rapport a été adopté le 8 décembre, donc on est dans l'ordre normal des choses d'avoir cette mission qui s'arrête. Maintenant, les oppositions, nous pouvons en demander une nouvelle si nous le souhaitons, et ça sera soumis à la délibération de l'Assemblée. Oui. Mais il est parfaitement normal et démocratique, j'allais dire, que la commission d'enquête se soit arrêtée. Mais est-ce qu'on ne peut pas avoir un nouvel outil, un nouvel organe de pilotage, par exemple à l'Assemblée nationale, avec les parlementaires, pour qu'il y ait un lien aussi avec le gouvernement et davantage de transparence? On pourrait inventer ça, oui. Moi, j'avais fait ça sur certaines réformes, un groupe de contact avec un parlementaire par groupe, par exemple, et qui serait chargé de faire cette liaison. C'est un peu ce que fait le gouvernement quand il reçoit les groupes parlementaires avant de prendre une décision pour faire de la concertation. Je crois que cette concertation, cette information, elle est fondamentale. Et la transparence dans les décisions et la transparence dans les raisons qui ont motivé cette décision. Donc, transparence dans les documents, accès aux informations qui font que le gouvernement prend telle ou telle décision. Je crois plus on sera transparent, plus on concertera, plus on informera et plus on permettra au Parlement de jouer son rôle à plein de contrôle de l'action du gouvernement, mieux la démocratie se portera et mieux les citoyens nous comprendront. Oui, parce que les citoyens eux-mêmes ont du mal à comprendre et à suivre. J'imagine que même vous, en tant que parlementaire, député, vous avez du mal sur le terrain à dire quelles sont les orientations précises du gouvernement, sachant que tout se fait visiblement en petit comité restreint quand même à l'Élysée, non? Alors tout se fait en comité restreint, c'est-à-dire un pilotage très fin de la crise avec finalement effectivement les personnes qui sont directement concertées, c'est le fameux Conseil de défense. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait créer un organe vraiment ad hoc dédié à la crise sanitaire, donc un conseil de défense sanitaire, exactement à l'instar du conseil de défense écologique. Ce conseil de défense sanitaire pourrait avoir vraiment un nombre de participants délimité, avoir un compte rendu. Non, alors ça concernerait le gouvernement. Le gouvernement. À l'Assemblée nationale, moi, je crois que nous pouvons avoir soit un groupe de contact qui permettrait de fluidifier les choses et d'être encore une fois, je crois, dans la confiance et la concertation. C'est de ça dont on a besoin. On a parlé d'union nationale. Moi, je crois qu'aujourd'hui, entre les vaccins, cette pandémie qui perdure, plus que jamais, on a besoin de réussir à faire chacun un pas vers l'autre pour avoir un pilotage le plus concerté possible. Oui, si les indicateurs venaient à se dégrader, là, il y a un conseil de défense demain, est-ce qu'il faudrait prendre de nouvelles mesures, une sorte de confinement ciblé? Certains le réclament pour les personnes les plus fragiles ou d'un point de vue géographique. Quelle est votre position, vous ? Alors ma position, d'une part, moi je trouve que la décision du président de la République de ne pas reconfiner le pays était une bonne décision, au vu des indicateurs et au vu des conséquences aussi sanitaires, parce qu'on voit que lorsqu'on parle de la souffrance psychologique, lorsqu'on parle de la hausse des violences conjugales sur les enfants, etc., c'est aussi l'aspect sanitaire qui est en jeu. Donc moi je crois que la décision était la bonne. Maintenant il faut suivre ça de très près, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une épidémie qui reparte à la hausse de
façon exponentielle et donc être prêt à réagir le plus rapidement possible. On entend parler de possibilités de confinement ciblé, territorialisé. Pourquoi pas? Moi, je crois qu'aujourd'hui est venu le temps vraiment de l'appréciation la plus fine possible parce qu'il faut tout faire pour éviter le confinement généralisé. Et pour les jeunes et les étudiants qui ont une situation préoccupante, est-ce qu'il faut revoir un petit peu le système d'aide pour eux, pour ces populations ? Oui, je crois clairement que leur précarité là nous saute à la figure. Ouais. Ces files d'attente, etc. C'est tragique. Il y a la précarité psychologique aussi. On voit que 1/6 des étudiants à la faculté ont laissé tomber leurs études provisoirement, je l'espère. Donc il faudra tout faire pour les accompagner. Donc à mon sens, c'est du court terme, c'est ce qu'on vient de faire, les repas à 1 euro. Ouais. Probablement une nouvelle prime pour les boursiers, comme cela a déjà été fait, 150, 200 euros, à nouveau, un vrai coup de pouce immédiat. Vous réclamez une prime exceptionnelle de 150 euros, 200 euros. Je pense qu'une nouvelle prime serait parfaitement utile. Et puis, moi, je crois beaucoup, on parle du RSA jeune. Moi, je ne suis pas pour le RSA jeune, mais je suis pour une garantie jeune universelle, parce que les jeunes, ils ont besoin d'accompagnement. Donc, un revenu de base, mais qui est couplé avec l'accompagnement vers la formation, vers l'insertion professionnelle. Oui, avant de venir au séparatisme, un mot aussi du projet de loi sur le report des régionales à juin. Vous êtes favorable à ça, ou est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de maintenir ces régionales avec du vote à distance ou par correspondance, par exemple? Alors tout le monde s'accorde pour dire que les régionales telles qu'elles étaient prévues, c'est-à-dire au mois de mars, donc le mois prochain, ça n'est pas possible. Nous avons donc un projet de loi en discussion pour un report au mois de juin. Je crois que c'est une bonne date. Il faut que ces élections aient lieu. Encore une fois, en situation de crise, la démocratie doit continuer. Et la démocratie, c'est avant tout l'élection. Oui, le séparatisme. Alors la droite dit que ça ne va pas assez loin. La gauche qu'on oublie le volet social. Est-ce que, notamment les LR, qui vous reprochent de ne pas viser suffisamment l'islamisme radical ? On est très clair dans notre intention. Nous visons tous ceux qui veulent se séparer de la République et qui veulent agir contre elle. Donc cela vise l'islamisme radical, mais pas que. Et nous faisons un texte qui est à portée générale. Mais tous ceux qui veulent agir contre la République, qui ne partagent pas nos valeurs. Et on voit certains extrémistes et qui ne sont pas seulement des islamistes radicaux. Donc il faut que notre texte et notre visée soient plus larges que ça, qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette. Et après, j'allais vous dire, il y en a qui trouvent qu'on ne va pas assez loin, d'autres qui trouvent qu'on va trop loin. Donc a priori, ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Et vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas aussi des mesures touchant à l'immigration, parce qu'on dit qu'une immigration incontrôlée est parfois le terreau d'un futur séparatisme? Je crois que quand on mêle séparatisme et immigration, en fait, on se trompe de difficulté. Aujourd'hui, le séparatisme que l'on subit est la plupart du temps le fait de jeunes ou de populations qui sont nés en France, qui ont grandi ici, qui ont été à l'école publique. Et c'est ce problème-là qu'il faut régler. Et en fait, parler et mettre ça sous le coup de l'immigration, je crois que c'est juste se tromper complètement de cible. Oui, Yaël Braun-Pivet, il y a beaucoup de voix aussi qui s'élèvent pour le maintien de l'instruction en famille. Les organismes, par exemple, d'enseignement à distance se sentent menacés. Est-ce qu'il ne faut pas renforcer les contrôles davantage plutôt que de mettre trop de restrictions ? Quelle est votre position? C'est ce que nous allons faire, c'est renforcer les contrôles, mieux encadrer, donc permettre toujours l'instruction en famille, mais empêcher qu'elle soit dévoyée. Et ce que nous visons, c'est le dévoiement de l'instruction en famille. C'est le fait qu'aujourd'hui, certains... On dit que les procédures vont être trop longues d'autorisation pour les familles et qu'elles vont renoncer à ça pour parfois des gamins qui sont perdus, c'est-à-dire qui ont des situations d'urgence où ils ne sont plus adaptés au système scolaire. Moi, j'ai envie de vous dire, travaillons là-dessus, sur ces procédures, sur les contrôles, sur la façon dont on va mettre en place, mais je crois que tout le monde peut partager les objectifs qui sont les nôtres. Chaque enfant de la République doit être instruit selon les lois de la République, que ce soit en famille ou à l'école, mais certainement pas dans des écoles clandestines au 3e sous-sol d'un immeuble. Oui, question rapide sur l'article 24. Que devient-il, le fameux article sur la loi de sécurité globale? Donc moi, je m'étais engagée publiquement à retravailler son écriture. Donc je suis en train, avec d'autres collègues de la majorité, de procéder à des auditions de professeurs de droit, de constitutionnalistes, de journalistes. Il n'est pas enterré. Nous
nous y travaillons. Donc il n'est pas enterré, nous y travaillons et nous n'avons pas encore il porté ne sera nos pas conclusions. dans le cadre de la loi séparatisme, quoi, là. Dans la loi séparatisme, nous avons prévu ce qu'on appelle un dispositif Samuel Paty, qui est plus large, plus englobant. Donc nous regarderons tout ça avec attention. Il faut de toute façon atteindre notre objectif, réguler les réseaux sociaux pour faire en sorte que personne ne soit jeté en pâture dessus. Oui, le mot de la fin, la question de la fin avec Cécile de Minibus. Cécile. Oui, Zineb El Razoui, qui est l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo et militante pour les droits de l'homme, fait partie des nommés pour le prix Nobel de la paix 2021. Une proposition qui est soutenue par pas mal de personnalités politiques. Est-ce que vous la soutenez aussi? Je trouve que c'est une belle nomination. C'est toujours un très beau signal, en fait. Et il faut qu'à travers ces signaux, on encourage et on soutienne ces femmes qui se dressent contre l'islam radical. Et je trouve que ce sont des beaux exemples à suivre et en tout cas qui nous permettent de diffuser des paroles, je trouve, très républicaines. Donc oui, je soutiens cette nomination. Merci Yaël Braun-Pivet, présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale et députée LREM des Yvelines, était l'invitée ce matin de Sud Radio. Et dans un instant, le journal de 8h. À tout de suite.